à ce workshop sur traumatisme, ennui et résilience en situation humanitaire. Quel rôle peuvent jouer les projets socioculturels? Ce matin, Dany Laferrière, l'écrivain haïtien, a déjà été cité pour « Quand tout tombe, il reste la culture ». Ce constat de la culture qui finalement est nécessaire en situation humanitaire également a été fait juste après le tremblement de terre qui a touché Haïti, il y a de cela maintenant un peu plus de 3 ans. Dans ce workshop, ce qui nous intéressera, c'est le rôle des différents projets socioculturels et également la place de ces projets pour appuyer la résilience face au traumatisme et aussi dans des situations humanitaires où l'ennui est finalement une donne qui n'est pas toujours prise en compte. À travers l'exemple des programmes des différents intervenants, nous tenterons de mettre en lumière l'importance de la prise en charge de la dimension intellectuelle, culturelle et thérapeutique aussi en quelque sorte. Je suis Doukolo Konaré de l'association Open Mali qui œuvre donc autour de projets humanitaires au Mali avec des enfants et je suis également psychologue clinicien. Je vais donc modérer le workshop d'aujourd'hui qui a 4 intervenants. Nous allons tout d'abord commencer par Héloïse Marichet, qui est psychologue clinicienne donc, et qui, si je ne me trompe pas, a fait une mission avec Bibliothèques sans frontières au Burkina Faso, il y a de cela 3 mois environ. Et ensuite, Maric Wagner, qui va nous rejoindre très probablement d'un moment à l'autre, qui travaille pour Clowns sans frontières, autour de projets sur le terrain ou par la médiation de la culture, du divertissement, on arrive finalement à trouver un moyen d'aborder les thématiques sensibles et d'accompagner les populations sur place dans le processus de reconstruction, de remise en question de certaines difficultés sociales. Ensuite, Christian Lambert, du cinéma numérique ambulant, actif en Afrique, autour de la présentation de films, de photos auprès des différentes communautés, prendra la parole. Et enfin, nous allons terminer avec Nicole Moran de Right to Play, une organisation qui utilise le jeu et le sport pour des buts socio-éducatifs et également donc dans des projets de formation et de renforcement des communautés. Je vous rappelle que ce workshop est accessible en streaming sur Internet sur le site www.urgencedelire.fr ou www.urgencyofreading.org. Sur Twitter, vous pouvez y accéder, en parler avec le hashtag Urgence de lire, en un mot. Et je vous rappelle aussi que vous avez donc accès au réseau Wi-Fi dans cette salle sur le réseau Sousa. Et le mot de passe est AFAL217. A2FAL217. Nous avons une intervenante qui va communiquer en anglais donc. Et vous avez des casques à votre disposition pour avoir la traduction. Et pareil, il y a une traduction en français disponible pour ceux qui de l'anglais au français. Et je vous rappelle aussi donc qu'il faudrait rendre les casques à l'issue de ce workshop, juste à l'entrée. Merci. Je vais donc passer la parole à Héloïse, qui va nous parler de ce qu'elle fait, d'un peu le point de vue de la psychologue sur le terrain. Merci. Merci. Donc en effet, c'est vrai que bonjour à tous. Ce que je voulais déjà commencer, c'est un peu vous expliquer comment j'étais arrivée quand même à travailler avec Bibliothèques sans frontières, parce que je pense que c'est quand même important un peu de faire au niveau historique un minimum de choses. Et donc, moi, je suis psychologue clinicienne. Je travaille donc à l'hôpital Avicenne, qui est un hôpital de région parisienne. Je travaille spécifiquement dans les consultations du psychotrauma. Et c'est dans ce contexte-là que BSF m'avait contacté, ayant fait également des missions avec Médecins sans frontières, pour que je réfléchisse avec eux au projet des boîtes à histoire en Haïti. Et donc ça me paraissait important de passer d'abord par Haïti pour après aller vers le Burkina Faso pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel ces projets avaient pu être construits. Donc voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu, au départ, donc BSF m'avait contacté pour travailler donc autour d'Haïti suite au séisme, pour construire, eux ils avaient l'idée donc de bibliothèques comme ça ambulantes, en quelque sorte, des groupes comme ça qui pouvaient se créer au niveau des camps de
de déplacer à Port-au-Prince et autour depuis le séisme donc, de janvier 2010. Et c'était un projet qui était en partenariat avec l'UNICEF. Donc le public était vraiment un public enfant, ce qui est différent de la mission après au Burkina Faso que j'ai pu effectuer. Et donc, il y avait vraiment comme ça des onglets vraiment différents au niveau de l'abord, ne serait-ce que du contenu de la boîte à histoire aussi, puisque le contenu allait être différent selon le public concerné. Que là, moi je trouve que c'est important de le souligner parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a obligée aussi à beaucoup modifier ce que j'avais pu prévoir pour Haïti, pour après aller au Burkina, puisque là, au niveau d'Haïti, c'était vraiment une exposition traumatique, entre guillemets, comparable, puisque quasiment toutes les personnes qui pouvaient avoir accès comme ça à la bibliothèque dans les camps étaient tous ou presque confrontés donc, au séisme, à de multiples pertes, que ce soit humaines ou matérielles, tous. Et je pense que c'était quand même un contexte très différent que celui du Burkina. Avec aussi la notion que les animateurs qui allaient donc animer les séances bibliothèques allaient être des personnes également elles-mêmes très exposées, qui avaient pu être très exposées, ayant perdu beaucoup de monde aussi certainement de leur entourage. Et donc moi j'avais vraiment travaillé autour de ça dans ce projet Haïti, autour aussi de quelle vigilance il fallait qu'ils aient aussi pour eux-mêmes, qu'ils soient aussi, qu'ils prennent soin d'eux avant tout pour pouvoir prendre soin des autres. Donc ce que je vous disais, avec vraiment des problématiques de deuil multiples, avec une exposition directe au trauma. On était quelques mois après l'événement traumatique, donc vraiment encore aussi avec des symptomatologies qui pouvaient être très bruyantes, des choses vraiment à gérer aussi dans l'urgence. Donc ça avait été un petit peu mon rôle d'avoir un peu cette vision-là des choses et de donner un peu des outils pour que les animateurs puissent bien fonctionner au niveau de la boîte à histoire. Donc c'est vrai que la boîte à histoire, je vais le dire assez brièvement, mais c'était donc une petite bibliothèque ambulante. Pour Haïti, il y avait à peu près 150-200 bouquins pour les plus petits, en allant vraiment de 0 à 15 ans, on va dire, et même pour un petit peu plus grand si besoin, avec des premières lectures, avec beaucoup de contes et d'albums. Et donc avec une bibliothécaire qui allait faire la formation au niveau des animateurs pour expliquer comment faire une séance bibliothèque, comment la monter avec les rituels de fin, les rituels de début, les rituels de fin, des temps collectifs, des temps individuels. Voilà, ça c'était vraiment le rôle de la bibliothécaire et de ces professionnels-là. Et donc moi je venais vraiment pour donner un peu une vision psy, une vision en tout cas un onglet un peu psy et un peu de vigilance surtout. Avec notamment si des enfants alertaient, mais particulièrement les animateurs, qu'ils puissent avoir un outil. Donc j'avais construit une grille d'observation spécifique comme ça du tout petit et du moyen pour qu'ils aient un petit peu des cases, je veux dire, à cocher s'ils étaient inquiets pour un enfant, qu'ils puissent avoir un minimum d'évaluation possible de cet enfant-là. Donc c'était vraiment un travail très particulier puisque c'est vraiment en lien avec les enfants. Pour le Burkina, c'est un petit peu différent parce qu'en effet, là c'était en partenariat à la demande de la Croix-Rouge. C'était un dispositif qui venait s'inscrire pour un public beaucoup plus large. C'était à la fois pour une population de réfugiés, mais aussi pour la population haute, ce qui était la demande de la Croix-Rouge. Et donc de pouvoir, il y a à la fois des réfugiés maliens ayant pu avoir été confrontés à beaucoup de choses, mais pas forcément non plus, puisque c'était, tout dépendait aussi de quel coin ils arrivaient, de quelle région ils arrivaient au niveau du Burkina Faso. Et également donc la population haute, qui pour le coup était une problématique complètement différente, et donc ça a obligé aussi Bibliothèques sans frontières, là pour le coup, à faire des boîtes à histoire beaucoup plus larges, beaucoup plus diverses, avec un kit adulte et un kit ado, jeunes adultes, de manière à couvrir la demande en tout cas qui avait été faite. Et donc à ce moment-là, vraiment avec une population, ce que je vous disais, qui avait pu être exposée à des traumas, oui, mais de manière à des degrés vraiment bien divers. Il y avait la question également de la pluralité langagière, ce qui avait été différent par rapport à Haïti, puisqu'à Haïti, il y avait en effet la moitié des bouquins en créole, la moitié des bouquins un peu en français, que là, c'était encore plus complexe, parce qu'il y avait en effet plusieurs langues à prendre en compte. Donc ça, c'était le lourd travail, j'ai envie de dire, de BSF pour le choix des livres.
chose pour laquelle moi j'ai pas beaucoup participé, mais j'ai par contre donc après participé sur le terrain à la formation des volontaires Croix-Rouge qui allaient donc après dans les camps, sachant que c'était en effet un dispositif je vous disais vraiment différent d'Haïti avec l'UNICEF, puisque là la Croix-Rouge c'était une équipe qui avait été construite pour un projet beaucoup plus vaste psychosocial, avec des écoutes individuelles, des focus group, des groupes de jeunes, beaucoup de choses qui étaient prévues dans le dispositif, et donc vraiment la boîte à histoire et donc les séances bibliothèques venaient s'inscrire dans un énorme dispositif, et donc ça venait vraiment comme outil supplémentaire pour aussi pour les autres activités psychosociales. Et donc c'est sûr qu'il y avait eu le choix aussi de BSF de pouvoir faire des kits documentaires assez importants pour que les volontaires puissent s'appuyer également sur les ouvrages pour faire les focus group, par exemple, au niveau de la sensibilisation au VIH ou autre. Voilà. Et donc c'est sûr que la destination, c'était donc le camp de Mantao, près de Djibo, qui est donc un énorme camp de réfugiés. Alors, les chiffres que j'ai essayé d'attraper, parce que ce n'était pas forcément ceux qu'on m'avait donnés sur le terrain, c'est assez variable, c'est entre 20 000 et 30 000, voire plus, je pense, maintenant. Environ 30 000 réfugiés. Sachant qu'en effet que le but était aussi donc, de toucher la population haute, donc ça faisait aussi une densité de population énorme à toucher avec ces boîtes à histoire. Et donc voilà, c'était juste pour vous donner une idée. C'est donc moi malheureusement je n'ai pas pu aller sur le camp. Je suis restée à Ouagadougou pour faire la formation pendant une semaine, mais voilà, en tout cas la majorité des bénévoles, la Croix-Rouge qui allaient travailler, qui avaient été recrutés, c'était des gens de Djibo. Donc avec la pluralité aussi langagière qui était aussi à disposition, ce qui permettait aussi de faciliter les choses. La population de cette région du Sahel, au nord du Burkina Faso, est une population qui, moi j'étais au Burkina il y a 2 mois aussi, qui apparemment s'est vraiment mobilisée, parce que la frontière existe avec le Mali, mais souvent ce sont les mêmes populations, en fait, des populations Touareg et Peul qui sont finalement accessibles aux réfugiés. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Et ça, c'était plutôt sympathique, en effet, dans les différents bénévoles qu'il pouvait y avoir, les différents volontaires qu'il pouvait y avoir. Il y avait vraiment cette pluralité-là et cette proximité-là qui permettait aussi de travailler de manière beaucoup plus fluide, en fait, au niveau de la formation en elle-même. Sachant qu'en effet, que la formation, là, dont je vais vous parler un petit peu, et ce sur quoi, surtout, moi, je me suis appuyée pour la faire, c'est vraiment une formation qui allait de la prise en charge du psychotrauma, psychosocial, vraiment dans quelque chose de très très large. Donc, c'est sûr que moi j'ai revu à la baisse la dimension psy à proprement parler dans la formation BSF à proprement parler, puisque ça avait déjà été fait ou ça allait être fait dans les jours qui suivaient par les collègues Croix-Rouge. Donc là, moi je vais m'attacher surtout au rôle de la lecture et du livre qu'on peut aussi utiliser en psy, parce que c'est vrai que ça reste avant tout mon métier. Donc forcément, je vais vous parler un peu plus de ça. Et donc de voir comment la lecture devient vraiment une médiation à son propre fonctionnement. Ça va être vraiment quelque chose qui va donner accès à une mise en mots, de quelque chose de non-verbal. Ce d'autant plus quand on a été confronté comme ça à un événement traumatique, il va y avoir des choses qui vont être innommables, qui vont être vraiment de l'ordre de l'impensable, et que rien ne prépare donc à cette confrontation directe avec le trauma. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on travaille dans ce type de contexte, avec en plus le contexte de migration, donc de destruction des biens matériels, de confrontation à des pertes d'êtres chers certainement, en tout cas potentiellement, la vision de scènes très difficiles également, et donc la transformation dans un autre pays, même s'il y a une certaine proximité, malgré tout, tout est bouleversé. Et donc, d'avoir ça en tête. Alors après, il faut aussi avoir en tête qu'une situation post-traumatique ne veut pas forcément dire qu'il y aura des troubles dans la population qui va être concernée. Ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. C'est pas parce qu'on est réfugié, etc., qu'on va forcément présenter des troubles et que ça va être un peu le truc systématique. Heureusement que non, puisque chacun réagit aussi avec ses propres défenses, avec ses propres moyens. Mais le but va être comme ça, avec l'accès à des livres, l'accès à un lieu sécure comme ça, quelque chose de fixe, de ritualisé aussi, de fixe une fois par semaine ou tant de fois par semaine dans tel endroit, va permettre de donner vraiment des repères, de redonner des lieux, d'avoir l'occasion comme ça de raconter quelque chose. Le livre va en effet, et la lecture viennent alors prendre tout leur sens avec cet aspect de l'occasion vraiment de partir en voyage, de s'évader,
d'un certain accès au monde des images, et d'une image qui va en amener une autre, qui va permettre un récit, qui va permettre d'amener à une parole qui était devenue parfois impossible. Et donc de pouvoir permettre comme ça de créer des passages, des glissements, de redéployer en quelque sorte l'imaginaire qui a pu être un peu mis en stand-by dans un contexte traumatique ou dans un contexte de migration soudaine en tout cas. Avec également l'idée que, en effet, un livre, ça reste stable, ça reste identique, c'est aussi rassurant d'avoir quelque chose comme ça qui peut revenir à l'identique dans un endroit où tout est bouleversé, et avec comme ça des personnages qui peuvent venir incarner comme ça des mouvements intérieurs qu'on ne peut pas dire le reste du temps. Et à ce moment-là, vraiment la lecture devient une médiation à son propre fonctionnement, ce que je vous disais tout à l'heure, avec la possibilité comme ça de faire dire des choses aux personnages, de projeter comme ça des choses qu'on ne peut pas dire de soi-même, mais de les faire dire à d'autres. Et donc de pouvoir vraiment redonner accès à des ressources internes qu'on n'aurait vraiment pas soupçonnées à ce moment-là, et de pouvoir recréer du lien entre les pairs, de pouvoir relier les choses, refédérer en quelque sorte les personnes entre elles, et retrouver une sorte de terrain commun entre les différents mondes qui a pu être bouleversé. Voilà. Donc l'idée aussi, c'est que ça va être un moment aussi de groupe. Ça va être un moment comme ça un peu fédérateur à plusieurs. Donc là, ce que je vous disais au niveau du Burkina, la population cible, entre guillemets, du projet, c'était plutôt des adultes et des jeunes adultes, puisque les enfants étant scolarisés. Donc le but, c'était justement de ne pas attirer non plus les enfants qui auraient pu être scolarisés et qui seraient après attirés par d'autres endroits. Donc après, chaque ONG avait son propre rôle, ce qui est tout à fait normal sur le terrain. Après, nous, on s'est, avec Françoise Lemaître, la bibliothécaire, on a quand même lourdement insisté, on a obtenu quand même qu'il y ait une caisse de compte pour enfants, pour tout petits, parce que quand même, il y a les moins de 4 ans, qui allaient certainement, enfin, on espérait qu'on arrivait à les faire venir avec les mamans, et donc de pouvoir aussi travailler les liens précoces, comme ça, avec les tout petits et ces jeunes mamans. Voilà, donc c'est vrai qu'on avait réussi à obtenir ça donc c'est vrai que moi j'ai fait aussi un petit onglet au niveau de la formation par rapport à ça et à l'attention qu'on pouvait avoir aux tout petits, et que c'est pas parce qu'un tout petit va pas forcément avoir l'air de beaucoup écouter qu'il pourra pas bénéficier en tout cas d'un moment comme ça sécure où il peut y avoir une lecture, alors que ce soit en effet par la maman si elle a accès à la lecture ou par l'animateur. Ça on a aussi beaucoup briefé là-dessus entre guillemets sur que parfois les personnes n'allaient pas forcément maîtriser la lecture, ou en tout cas pas forcément la lecture en français, et que ça allait être aussi le rôle de l'animateur que de pouvoir accompagner justement et de faire des petits groupes de mamans avec les tout petits, des choses de cet ordre-là. Voilà. Alors après, je voulais vous dire un petit mot par rapport à l'utilisation du conte en psychologie, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez facilement en psy, sans forcément beaucoup s'en rendre compte, mais que globalement dans nos cabinets on a tous des petits bouquins et qu'on les utilise tous, et que les enfants s'en saisissent très bien, et que les enfants nous racontent beaucoup de choses en consulte, comme les adultes d'ailleurs, surtout en transculturel. Je pense que ça c'est aussi, ma pratique est très transculturelle, et c'est sûr que de parler en images, de pouvoir avoir accès à ces choses-là de la culture, permettent vraiment de débloquer certaines choses. Et donc voilà. Le conte en psy va être vraiment une ouverture à tous les possibles. Parce qu'en effet, qu'est-ce qu'il y a dans un conte ? Le conte va vraiment permettre de penser, de rêver, de jouer, en quelque sorte. Et donc, c'est vraiment... Qu'est-ce qui va en faire un outil thérapeutique en psy ? Ça va être l'accès, comme ça, à tous, vraiment, au groupe comme à l'individu, de pouvoir avoir un récit oral qui ne va pas être lu forcément, mais qui va pouvoir être dit. 3 minutes ? Presque fini là. D'accord. Ah mais pas de souci. Donc, je vais juste aller à l'important. Donc vraiment, l'idée que le conte va permettre de... Alors attendez, je fasse un résumé mais cohérent. Voilà, la personne peut alors prendre plaisir vraiment à se penser et à penser le monde qui l'entoure. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, avec l'idée que c'est vraiment un appareil
à penser les pensées, le conte. Ça va permettre comme ça l'aspect contenant, comme un réservoir, une matrice contenante qui va pouvoir tamiser la violence, donner du sens à certaines choses qui n'auraient pas pu avoir de sens dans un autre contexte. Et donc, dans le cadre d'un atelier conte comme ça, de vraiment pouvoir avoir une situation groupale qui va permettre de fonctionner à plusieurs, avec des choses en commun, redonner du sens vraiment à des choses qui n'en avaient plus, avec vraiment des moments de partage, comme un pacte narratif qui va comme ça permettre de créer vraiment du lien entre les pairs, entre les différentes personnes, un travail d'association et de rêverie à plusieurs. Cette question des images partagées, surtout pour un groupe de personnes qui sont déplacées, qui ont vécu des expériences traumatiques ensemble, je pense que c'est aussi l'une des manières qui permet de préparer le retour sur la terre d'origine et un peu la sortie de cette situation humanitaire. Je pense qu'on pourra revenir dessus pendant la discussion. Oui, tout à fait. Et donc juste pour finir, en effet, en conclusion, c'est vrai que c'est une question importante, c'est de toujours s'adapter au contexte dans lequel on va travailler, de ne pas essayer de plaquer des choses, qu'on va justement travailler vraiment avec la population qui est présente dans les camps, de pouvoir travailler avec du staff national, de pouvoir aussi les mettre en garde par rapport à des contre-attitudes. Ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Dans les jeux de rôle qu'on a pu faire lors de la formation, ça a été assez prégnant. Ils ont pu très bien les jouer, justement les contre-attitudes qu'ils auraient pu avoir, et de pouvoir les gérer comme ça à plusieurs et de ne pas gérer un groupe seul. Ça, je pense que c'est essentiel quand on est sur le terrain, d'être au moins à deux, de manière à pouvoir gérer la moindre chose. Voilà. Merci Héloïse. Alors, Héloïse nous a parlé donc des contes utilisés comme médiation. On peut écrire sa propre histoire, sa propre narrativité. On peut aussi s'imprégner soi-même d'images qui peuvent venir remplacer des images plus violentes et plus traumatiques. Je vous propose donc de continuer maintenant avec Monsieur Lambert, toujours sur la question des images, mais cette fois-ci pour les films et les photos. Et on va voir ce que son expérience sur le terrain peut révéler comme processus thérapeutique. Alors, bonjour, je suis Christian Lambert. Ça va être très très improvisé. Et puis en plus, comme j'étais très intimidé, j'ai bu un peu de vin à table et je me demande si j'en ai pas un peu trop bu. Enfin, vous me direz. C'est d'autant plus intéressant alors. Mais donc je vais vous parler du CNA. Le CNA, le cinéma numérique ambulant, c'est un réseau d'associations qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années, qui est constitué. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? On reprend. C'est pas le bon flyer. C'est pas le bon fichier. Donc le CNA, c'est un réseau d'associations qui gère des unités mobiles de projection, des cinémas ambulants. C'est des cinémas ambulants. Donc on est installé dans 8 pays, et au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, en Tunisie, bon, j'en oublie, mais c'est l'alcool. Et le principe, c'est vraiment, c'est un espèce d'outil, c'est un kit. Bon, malheureusement, ce n'est pas un kit qui est dessiné par Philippe Stark, mais s'il veut venir dessiner des petits cinémas ambulants, nous, on l'accueille avec plaisir. Et donc, c'est un petit système, mais vraiment d'une simplicité extrême. Hein. C'est une voiture, un groupe électrogène, un bon vidéoprojecteur, une bonne sono, et techniquement, c'est très simple. Après, c'est un savoir-faire, c'est des gens qui savent se servir de ce matériel et qui ont une certaine une capacité technique, d'une part pour s'occuper du matériel et d'autre part pour appréhender les gens, les autorités locales, et discuter avec elles et présenter des programmes de divertissement.
ou culturelle. Quand on a créé le CNA il y a 15 ans, pas 15 ans, il y a 13 ans, il y avait vraiment une question qu'on nous posait sans arrêt, et que moi-même je me posais tous les jours. Je me réveillais la nuit en me disant mais pourquoi je fais ça, et on allait apporter du cinéma dans des villages où il n'y avait pas de puits, où il n'y avait pas d'eau, et d'une certaine manière, c'est quand même étrange. Et pourquoi est-ce qu'on allait apporter du cinéma dans ces villages où il n'y avait pas d'eau, où les gens étaient obligés de marcher 20-25 km pour aller chercher de l'eau, et tous les jours, il y avait des dames qui partaient avec des énormes seaux sur la tête pour aller au puits qui était 20 km plus loin. Donc c'est très étrange d'amener du cinéma. Et je pense que c'est cette image qui m'est revenue. Maintenant, j'ai un peu réglé le problème. Moi, je sais pourquoi on fait ça, mais en même temps, je trouvais que cette image-là allait bien avec le fond de ce qui se dit ici dans ce bâtiment pendant ces 2 jours. Et je ne pense pas que ce soit très, très utile de faire des comparaisons entre cinéma et lecture. C'est 2 manières de raconter des histoires, c'est 2 univers. Le cinéma est un plaisir collectif, la lecture est un plaisir solitaire, mais ce qui était amusant, c'était cette recherche de plaisir collectif dont vous avez parlé tout à l'heure et qui existe. Enfin, je pense que c'est des choses qui sont complètement complémentaires et qui ne sont pas du tout en antagonie. L'important, c'est pourquoi est-ce qu'on apporte de la culture ou du divertissement aux gens. Et je suis très, très impatient d'écouter ce que va dire mademoiselle, madame, qui représente Clowns sans frontières, et parce que Clowns sans frontières, c'est quelque chose qui est toujours resté dans ma tête. Moi, je connais pas bien, mais c'est important. Il y a quelque chose du fond là. Pourquoi est-ce qu'on amène de la culture aux gens, qu'ils soient en situation de résilience ou qu'ils soient en situation d'urgence ou qu'ils soient simplement, ils n'ont pas de cinéma, ils n'ont pas de théâtre, ils n'ont pas de bibliothèque, ils n'ont rien à côté de chez eux, et à 19h il fait nuit, ils n'ont plus qu'à aller se coucher. Ça pour moi, c'est quelque chose il y a quelque chose de fondamental du problème. L'outil CNA a quelque chose d'important, mais vraiment important, je pense. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement local. C'est des associations locales. Il y a une association qui est installée à Bamako, il y en a une qui est installée à Ouaga, une à Niamey, etc., etc. Et ces associations locales gèrent des unités de projection qui elles-mêmes sont locales, sont composées de gens qui habitent ici, qui habitent là-bas, enfin pas ici, qui habitent là-bas. Et une association, finalement, c'est un petit peu comme une entreprise. Et donc, il y a une responsabilité sociale de l'association, même si elle a son mode de fonctionnement, même si elle a ses financements, ses trucs comme ça. À un moment donné, il y a des situations d'urgence, et là, il y a une responsabilité sociale de l'entreprise qui rentre en jeu, et l'association locale se doit d'intervenir. Et c'est extrêmement simple pour une unité de projection du Burkina Faso d'aller faire des projections dans les camps de réfugiés maliens du Burkina. Et c'est beaucoup plus simple ça d'ailleurs que le fait que ce soit l'unité malienne qui aille au Burkina Faso faire des projections pour les camps de réfugiés maliens. Ça c'est parce qu'on a fait ça, hein, mais c'était une absurdité. Bon, mais je vous raconterai une autre fois. Mais l'important, ce que je veux dire, c'est que l'aspect local est assez important et assez. Moi, c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup. En termes de retour des populations, des personnes que vous rencontrez, qui voient ces films, qui voient ces images, etc. Peut-être pour qui il n'y a pas toujours cette culture, comme dans les grandes villes, d'aller au cinéma spontanément, d'avoir envie de voir quelque chose. Quand vous les approchez avec ces images, comment ça se passe au contact ?
Alors, moi, je n'ai pas, j'ai pas d'expérience, très précisément d'intervention dans des camps de réfugiés ou dans des situations d'urgence, pour les gens qui étaient inondés au Sénégal ou à Niamey, enfin partout où nous on est intervenu dans ces conditions-là. Par contre, au quotidien, dans le travail quotidien des CNA, ce qui est pour nous extrêmement important, c'est de revenir régulièrement. Moi, je suis pas du tout, je sais pas comment dire, je suis pas universitaire, je suis pas intellectuel, je sais pas, mais ce dont je suis persuadé, c'est que un gamin de 15 ans ou un gamin de 10 ans ou un gamin de 18 ans qui habite dans un village en Afrique et qui n'a rien, il n'y a rien, et qui voit pendant 6 mois, toutes les semaines ou tous les 15 jours, le cinéma revenir, c'est quelque chose qui le marque à vie et qui est extrêmement important. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me souviendrai toujours de ma première projection de film au cinéma. Il y avait des rideaux partout. J'attendais que tous les rideaux s'ouvrent parce que j'imaginais qu'il allait y avoir des films partout. Et finalement, il y avait un film que devant, donc j'étais très déçu, mais je m'en souviens très très bien. C'est un moment très fort. Et moi, je crois vraiment que les enfants, les adolescents qui voient le cinéma revenir tous les 15 jours, toutes les semaines chez eux, c'est un événement qui les marque profondément. Ce que je sais après, c'est que les instituteurs, par exemple, dans les villages, disent souvent qu'ils ne peuvent pas faire l'école après comme ils faisaient avant. Enfin, quand le lendemain du CNA, quand le CNA est venu et qu'il y a un film, on parle du film à l'école. Il y avait un instituteur qui expliquait aussi que la date à laquelle allait venir le CNA, c'était les enfants qui la savaient. C'est les enfants qui s'en rappelaient, qui disaient c'est ce soir, des choses comme ça. Donc on sent bien que ça correspond à un énorme besoin. Et là, encore une fois, pour moi, le CNA, c'est vraiment un outil. L'important, c'est ce qu'on met dans cet outil. Donc, c'est les partenaires qui vont organiser les projections, qui vont proposer les programmes, c'est les réalisateurs qui vont accepter qu'on diffuse leurs films. Tout ça va faire que quelque chose existe. Nous-mêmes, on ne vient pas avec un programme tout fait. Nous, on est un outil qui peut amener quelque chose. Finalement, c'est votre intuition clinique aussi qui vous amène à apporter ces films et ces images à ces enfants. Parce que vous dites, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas ceci, cela, mais nous, en psychologie, ce qu'on appelle l'intuition clinique, vous vous êtes rendu chez une population, vous avez pu être capable d'avoir de l'empathie pour ce qui se passait sur le terrain, pour l'ennui, pour peut-être le manque d'élaboration aussi qu'il y avait. Et ces outils, ces images que vous apportez sont aussi des moyens dont ils peuvent se saisir pour parler de leur ennui. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, instinctivement, je savais très bien que ça allait marcher, et qu'il n'y aurait pas de problème, c'était sûr. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, il y a une jeune femme franco-allemande qui a fait toute une thèse. Elle est revenue 3 ans après dans des villages du Niger. Pour étudier c'est assez drôle ça, parce qu'on en a parlé, donc je peux vous dire un mot de ça. Elle est revenue pas 3 ans après, mais 2 ans après dans les villages du Niger où on avait organisé une tournée 10 fois 10 villages, c'est-à-dire que 10 fois de suite on revenait dans les mêmes villages, présenter un programme différent une fois tous les 15 jours. Donc c'est des tournées qui durent à peu près 6 mois. Et elle est revenue 2 ans après pour parler avec les gens, et les gens assez étrangement avaient oublié, ce dont ils se rappelaient vraiment, c'était le message éducatif. Parce qu'en fait, on a un modèle économique qui est assez, dont je suis assez content. En Afrique noire, où c'est un modèle qui est assez proche de la télévision, on vend de la pub en première partie. Mais on
on organise des projections, donc la projection, ça a un coût. Et ce qui paye la projection, en fait, c'est la première partie. Et la première partie, ça peut être aussi bien des opérateurs commerciaux qui disent qu'il vaut mieux acheter du Magie qu'acheter autre chose. Et en réalité, c'est pas ça. Nous, nos partenaires essentiels, c'est Plan International, c'est l'UNICEF, qui explique qu'il vaut mieux envoyer ses petites filles à l'école que les exciser et des choses comme ça. Mais 90% de nos clients, entre guillemets, c'est des gens qui travaillent sur la problématique du développement et de la sensibilisation au changement de comportement et tout ça. Et donc cette jeune femme qui a fait ce mémoire qui est revenue dans les villages au Niger me disait que, assez bizarrement, tout ce qui était fiction, alors que moi c'est ce dont je suis le plus fier et le plus content et tout, et le plus orgueilleux en disant nous on amène de la fiction, on est un outil culturel, on n'est pas un outil de sensibilisation. Tout ce qui était fiction était complètement oublié. Ils ne savaient plus du tout quel film ils avaient vu. Mais tout ce qui était message éducatif était beaucoup, beaucoup resté. Voilà. Et en tout cas, le souvenir le souvenir du contenu était relativement faible, mais le souvenir qu'il y avait eu un événement dans le village était assez important. Et c'est ça qu'elle disait qui était très important, c'est que ça avait amené les gens à monter des projets collectifs. Assez bizarrement. Le fait de se rassembler pendant 15 jours, tous les 15 jours, pendant 2 heures, 3 heures, d'être obligé de s'organiser pour organiser un repas, pour accueillir l'équipe de projection, pour la faire dormir, pour la faire manger et tout ça, ça avait provoqué une dynamique et elle avait découvert pas mal de projets qui s'étaient montés à partir de ces rassemblements, de ce plaisir collectif qu'est le cinéma. Très bien, merci beaucoup. On va donc faire l'articulation avec Nicole pour Right to Play qui va nous parler des activités, disons, un peu plus systématisées de cette organisation dans différents pays d'Afrique et d'Asie également. C'est à vous. Bonjour. I would love to speak in French, but mais je parle français comme une vache espagnole. Somebody told me. So I will switch to English. Or I should have drank perhaps some red wine. Would have helped. So I'm very happy to be here today, and I present Right to Play, and we use sport and play. That's the means. So I will briefly present you Right to Play as an organization, where we come from, and also about our methodology, and then I will link the topics of trauma, boredom, and resilience to our work. So Right to Play uses sport and play as a tool to educate children and empower them. And play is fundamental to child development, and sport can contribute to develop life skills like cooperation, leadership, and teamwork. So we were founded by an athlete who founded the organization in 2000, and we have grown since then quite big. I mean, we are targeting 1 million children in weekly activities, in regular activities, and we are supported by 13,000 coaches, which are volunteers. We work in 20 countries, so all the countries which are gray, we are working in. Our headquarters is in Toronto, and we have national offices like the one in Switzerland where I work. So you can see here our theory of change in the form of a house. And it shows our mission is like at the root, and it defines what we do. And we have like core principles, which are in all our programs, like child protection, community engagement, inclusion, and gender equality. And then our foundation, what we do is really we want to contribute to positive child and youth development. This means emotional, social, physical, and cognitive skills, so supporting children in getting those skills. And besides this thematic area, we are also working in education, health, and building peaceful communities. And how we do it, we have developed program manuals, like resources, which include different games.
They were developed by child specialists, and they are adapted to the local context we are working in. And we are training coaches, so volunteers. They are either teachers or representatives of local NGOs or youth associations in our methodology to implement those games with the children where we are working. And all our games are based on an experiential learning cycle. So this means that the children have this experience, they are playing or they are doing sports, and after the experience or after the game, there is like a discussion. So the coach is leading the children through a discussion where they have to reflect on what they have just experienced in the activity, and they have to connect this experience to their other experiences they had already, and then they have to think how they could apply this experience into daily life. And I've also brought some copies of 2 games, so you can take later on a copy so you can better understand. So we have different games like how to cooperate, how to build trust, also how to prevent yourself from malaria. And these are all simple games. They are mostly local games also. And the key part of the game is really after the game, the discussion part. So that's why it's so important that the coaches are trained well and that they are leading the children through this discussion, through this reflect, connect, apply. Now I come to our work in the humanitarian context. We are working at the moment in different settings. So for example, like in Kenya and Dadaab or in Ethiopia, which was mentioned earlier before, and also in Lebanon and Jordan, working with Syrian but also Palestinian refugees. We're also working in Pakistan with Afghan refugees, and also since a very long time in Thailand with Burmese refugees. And what we can see in our work in regards to trauma, so we more define it like keeping children happy. So we would not, I mean, as it was mentioned earlier also, I mean, only a very small amount of children really have a trauma. All others, they are able to cope with the situation. So through these sport and play activities, they have already a space where they can have fun, but also where they can share their experience, where they can ventilate what they have experienced. But we train our coaches to really identify those children who may have trauma, so that they are then referred to really professionals who can take care of them. So, and through these regular activities which we offer, it really helps the children to recognize their feelings, and it gives them the ability to talk about it. Also strengthens the coping mechanisms, and also, I mean, research shows that physical activity can contribute like to reduce depression. The next point is the boredom point. So this is more about really establishing structures and routines. So we offer like, or our coaches, which are either teachers in the refugee settings or youths who have been trained, offer like 2 to 3 times weekly activities for the children. We provide safe play spaces where they can go and meet. We provide sport and play equipment, and it's really an opportunity for them to meet, exchange, share worries and concerns. And this contributes, of course, to a sense of normalcy. It gives them an increased sense of security. They are supported by their coaches, and of course they have fun while doing so. And the third point, which is perhaps the most important point, is the resilience part. So resilience has many, many different factors, and we focus more on the external strengths, like through our games and through our sport activities. We foster like positive social relationships. We are building supportive communities. And especially through the coach, I mean, we have children, when we ask them, it is very important for them to have this coach, to have a person they can go to and talk to. And then the internal strengths we are working on is really to support children and youth to build their self-esteem, their confidence, their communication skills, to feel more optimist, and so on. So here it's really central also what I mentioned earlier, our methodology which we are using in our games. So games to really learn how to cooperate, how to trust somebody, how to feel optimistic. And these are implemented regularly by the coaches. And yes, so it's really, so
it's really also this part of building relationship with peers, to learn about teamwork, also through sports tournaments we do, or sport leagues. And it also shows in different settings, if there are communities with different ethnic backgrounds, that it can be also tools that they come together and that they meet each other. And finally, perhaps a little bit an outlook where we are focusing our work at the moment as Right to Play is really, on the one hand, we really want to have more evidence. I mean, we did quite some internal and external evaluations already, but we really want to measure resilience and have more evidence. So at the moment we are, for example, working in Ethiopia, where we have done a baseline study, and we want to then really measure the changes we are seeing through our programs. And the other point we are working in, and which was mentioned also earlier, is this about education in conflict settings, this disruption of education, that children can't go to school anymore, and to provide either in formal setting or non-formal setting a possibility for them to learn, and also to improve the quality of learning, which means like we would train teachers that they learn to integrate more play-based methods into their teaching, so children are more motivated, it's easier for them to concentrate, and it's also easier for the teachers because they feel more close to their students. And the other point we are focusing on now is working with youth. For example, now in Lebanon, we are starting a program on playing basketball for development, which is really about strengthening the social cohesion and also the community cohesion. So in settings like in Lebanon, where many of the refugees coming from Syria are not staying in refugee camps, but are staying close to the host communities, and it gives them an opportunity to mix and to exchange. Yeah. And I'm already at my end. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Marie, qui va nous parler de Clowns sans frontières et de leur expérience, pas seulement autour des clowns apparemment. Oui, pas seulement autour des clowns. On a pour habitude de dire que Clowns sans frontières est une association humanitaire, artistique, de développement et de plaidoyer. Pour faire un raccourci un petit peu qui vous sera parlant, Clowns sans frontières est pour les professionnels du milieu du spectacle vivant, c'est-à-dire les comédiens, les danseurs, les chanteurs, les musiciens. Clowns sans frontières est un peu l'ONG de référence, tout comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde est l'ONG référente pour le monde médical qui veut donner de son temps bénévolement. Les artistes qui participent et qui partent sur les projets Clowns sans frontières sont tous bénévoles. Donc ils donnent de leur temps et de leur savoir-faire, de leur expérience. Je vais faire un petit flashback pour vous dire comment a été créé Clowns sans frontières, qui a 20 ans cette année. C'était donc au moment du conflit dans les Balkans. Un clown espagnol qui s'appelle Tortel Poltrona, qui était clown dans son pays et dans son environnement, a été bousculé par les enfants de son village qui lui ont dit « Tu fais le clown pour nous et tu nous fais rire, mais nous, on a des correspondants à Sarajevo. Est-ce que tu es capable d'aller les faire rire là-bas? Ils sont en pleine guerre. » Et il a été tellement à la fois surpris et il le dit lui-même, abasourdi de ne pas avoir eu l'idée en premier, que ce soit les enfants qui la lui soufflent. Les enfants sont allés jusqu'au point de dire « Nous, on fait une collecte, on te paye ton voyage, mais on veut que tu ailles faire rire nos correspondants là-bas. » Il y est allé, relevant ce défi-là, et très vite, il s'est aperçu de l'importance de cette autre présence auprès de ses enfants et de ses correspondants, d'abord dans un premier temps de ses petits Espagnols. Il y est retourné 2 ou 3 fois la première année, puis très vite l'année suivante aussi, et dans son 2e ou 3e voyage, il a embarqué avec lui un comédien, clown aussi, français. Et en revenant, ils se sont dit tous les deux, il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose, qu'on constitue une association. Donc Payasos Sin Fronteras est né d'abord, et 6 mois après, il y a eu Clowns sans frontières, et actuellement, nous avons 11 chapitres à travers le monde. Voilà, voilà pour la partie historique. Dire donc on a un tout petit bureau avec 4 permanents qui travaillent comme des fous pour arriver à nous aider à gérer tout ça. Toutes les autres personnes investies sont donc des artistes professionnels bénévoles. Et
qui donnent de leur temps et de leur expertise, de leur savoir-faire au service des projets que nous mettons en place dans les destinations où nous allons. Alors évidemment, notre priorité est toujours de nous adresser à des populations qui ont subi des bouleversements économiques, politiques, écologiques aussi. Nous ne sommes pas une ONG qui peut intervenir en première urgence, mais plutôt en seconde urgence. Et très souvent, il arrive aussi que ce soit des homologues de terrain, c'est-à-dire des ONG de terrain, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, pour citer les plus connus, mais pas que, Handicap International, Save the Children, plein d'autres, qui font appel à nous parce qu'ils se retrouvent dans des impasses et dans des situations où les populations qu'ils ont pris en charge sont nourries, ont à boire, à manger, sont soignées, mais il manque l'étincelle qui va leur donner envie de poursuivre au quotidien. Alors, je suis ravie de parler en dernière parce que je suis vraiment agréablement surprise, même si je le savais pour moi, mais d'entendre parler mes collègues à cette table, de la complémentarité qu'on peut représenter. Parce que quand monsieur qui parle du cinéma nous dit qu'il est curieux de savoir comment se comportent les clowns, je refais un petit parallèle pour dire que une des différences entre le cinéma et le spectacle vivant, c'est ce que j'explique souvent aux enfants en France qui sont un peu turbulents devant un spectacle, c'est de leur dire, quand vous allez au cinéma, vous regardez le film, vous pouvez sauter, monter sur vos sièges, quoi qu'il arrive, le spectacle continue, le film continue. Si vous faites la même chose devant des acteurs qui jouent, ça va forcément influer le spectacle, parce que les acteurs tiennent compte du public qu'ils ont devant eux et que c'est du spectacle vivant, donc ça bouge. Mais effectivement, je pense qu'il y a une réelle complémentarité dans les propositions, tout comme ce que disait Yana, je crois, à l'instant, autour du droit à jouer. La complémentarité va aussi dans le sens que nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous mettre au service des problématiques de terrain. Les problématiques de terrain, ce sont effectivement toutes les questions qui sont soulevées par les ONG, qui sont nos partenaires, et qui se retrouvent, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, devant des questions, des problèmes. Je vais vous donner des exemples concrets, ce sera plus facile. Je m'en vais le mois prochain pour Madagascar et on va travailler autour des problématiques de la sexualité infantile à Madagascar en ce moment. Depuis 4 ans, c'est un pays qui est dans un désordre économique, social et politique important, qui fait que toutes les règles et tout s'est transformé dans le pays, qu'il y a une sécurité grandissante, mais aussi que les enfants sont de plus en plus exposés et en danger. Dans ce pays-là, on parle de sexualité infantile, on ne parle pas ou peu de proxénétisme, de prostitution ou même de pédophilie, tout simplement parce que la relation est ailleurs et que les problèmes de la sexualité, ou du moins les questions ou les problématiques de la sexualité sont tabous. Sont vraiment tabous et les associations avec lesquelles on travaille, et notamment notre association partenaire majeure qui s'occupe de toutes les problématiques liées au HIV, nous dit que c'est vraiment difficile de faire passer le message, surtout auprès des jeunes et des enfants, en termes de prévention. Donc on réfléchit avec eux, on fait un repérage en amont au mois de mai dernier, et où j'étais accompagnée justement d'une psychologue clinicienne qui travaillait aussi sur la résilience et le rire et la résilience. Et on a fait un espèce d'état des lieux des questions qui se posent sur le terrain pour savoir comment on peut aborder cette question de la sexualité que les enfants subissent, évidemment, mais sous couvert d'adultes qui sont témoins, quelque part. Et donc, comment est-ce qu'on peut prévenir ça et comment, dans l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de se dire comment on peut aller vers une évolution positive des comportements pour les enfants, pour les jeunes, mais pour les adultes aussi. À partir de là, on s'empare de cette question. Tout le monde, même sur les rendez-vous officiels qu'on fait, je peux vous dire que c'est plutôt, des fois on en sourit, mais de parler d'un préservatif, les gens du ministère que j'ai en face de moi regardent leurs chaussures. Donc, on va aborder la question, on s'empare de ces questionnements, mais on les transpose dans une autre réalité. Et là, en l'occurrence, pour cet exemple précis, on va travailler autour des conséquences de nos actes. Alors, ça paraît très sérieux quand je dis ça comme ça, mais traité de manière
clownesque ou drôlatique, parce que même si tous nos artistes ne sont pas tous des clowns, notre idée c'est quand même de faire rire et d'arriver à passer le message de manière agréable. La conséquence de nos actes, très concrètement, si je m'assieds les fesses dans une flaque d'eau et si je me relève avec le pantalon et les fesses mouillées, c'est la conséquence directe, mais comment je vais faire pour passer ma journée avec les fesses mouillées, pour vivre avec ça? Comment est-ce que je vais faire pour l'assumer? C'est une manière, voilà, c'est un exemple, on ne va pas forcément le traiter de cette manière-là, mais c'est pour vous expliquer comment on peut traiter un sujet difficile d'une manière amusante. La deuxième ligne qu'on s'est fixée pour traiter cette question, c'est la relation entre le don et la dette, parce qu'on s'est aperçu qu'à Madagascar notamment, quand un enfant, une jeune fille, etc., peu importe, se fait offrir ne serait-ce qu'un soda, un Coca-Cola, cet enfant se sent redevable, parce que culturellement, on lui a appris que quand on reçoit, on donne, et que la seule monnaie d'échange qui est possible et proposée, c'est son corps. C'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de pédophilie, parce que quelque part, l'enfant est déjà culturellement dans une situation où il a appris à donner quelque chose en échange. Donc on va travailler entre cette relation du don et de la dette, et aussi sur le fait que le corps, c'est notre bien le plus précieux, et c'est le seul qui nous appartienne vraiment. Et c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Mais toutes ces questions-là, on va les aborder avec une mise en œuvre qui va nous amuser. Alors, pour ce faire, on va avoir une équipe d'artistes français qui vont partir de France et on va rejoindre une équipe d'artistes malgaches. Les artistes ne se connaissent pas entre eux la plupart du temps. C'est le porteur de projet, là, en l'occurrence c'est moi, qui réunit les artistes, qui lui semble plus à même de pouvoir répondre au projet en cours. Et le spectacle est entièrement créé sur le terrain, c'est-à-dire sur place là-bas, en tenant compte des problématiques locales. On va aussi rencontrer des jeunes sur place pour qu'ils nous racontent leurs propres expériences. Et à partir de là, le spectacle va être joué pendant 2-3 semaines, à raison de 1 ou 2 fois par jour, à destination des jeunes. Ce projet-là particulier, c'est un projet qu'on va décliner sur cette année et l'année suivante. Clowns sans frontières intervient pour des périodes courtes mais intenses. On est sur le terrain environ 3 semaines où on est vraiment, on a des journées très très chargées parce qu'on est dans une pratique permanente et constante. Et on revient périodiquement 2 fois par an. Donc ce projet-là, avec pour objectif de changement d'un possible potentiel changement de comportement des jeunes et des enfants, on va le développer sur les 2 ans à venir et peut-être plus selon le cas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour conclure? Pour conclure. Alors oui, pour conclure peut-être simplement dire qu'il y a quelque chose qui évidemment n'est pas toujours perceptible d'emblée, mais nous, on apporte quelque chose qui est parfaitement immatériel sur place. Alors ce rapport à l'immatériel est à la fois des fois difficile à comprendre ou à percevoir, et puis troublant surtout parce qu'on n'a pas une résultante directe, mais est particulièrement précieux aussi parce que quand on offre quelque chose d'immatériel à un enfant, quand on lui offre un moment d'échange et un bon souvenir le temps d'un spectacle, qui peut s'identifier à ce qu'il a vu sur place, ce souvenir-là, il le gardera pour lui pendant aussi longtemps qu'il le voudra, il pourra le réactiver quand il voudra. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est que depuis ces dernières années, à force de réflexion, notre cheval de bataille essentiel, c'est d'œuvrer pour un droit à l'enfance, et pour un droit à l'enfance pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Parce qu'on rencontre énormément de personnes sur le terrain qui n'ont jamais eu d'enfance. Et au travers de nos spectacles, et pendant qu'on joue un spectacle, moi ça m'est arrivé de voir des gens se transformer pendant le spectacle et dans le public et reprendre une attitude d'enfant sur le temps où on est là et on joue le spectacle. Et de toucher cette émotion-là et de voir à quel point les individus peuvent retrouver le goût d'eux-mêmes sur l'heure de spectacle, c'est déjà quelque chose qui nous permet de prendre appui sur... évidemment, c'est uniquement de l'observation, mais ça nous conforte pour continuer à faire ce qu'on fait. Voilà. Merci. On va donc faire une discussion jusqu'à 45, c'est ça? Ouais. Pour une dizaine de minutes.
Et pour commencer cette discussion, moi, je voudrais parler de quelque chose que j'ai vu au Mali, qui se fait au Mali, qui s'appelle le koteba thérapeutique, qui est, disons, une pratique qu'on a en psychiatrie. Le koteba thérapeutique, en fait, est l'utilisation du koteba, une tradition théâtrale malienne, pour permettre aux personnes hospitalisées de finalement raconter leur maladie. Et par le biais du koteba thérapeutique, on voit des personnes schizophrènes, par exemple, qui ne parlent pas, qui sur scène arrivent à déployer la souffrance qu'elles vivent, qui se transforment totalement même en termes de posture. Et finalement, on voit bien comment est-ce que l'art, comment est-ce que la culture qui est présente sur les lieux d'intervention aussi, est une culture que des personnes ressentent au plus profond d'elles-mêmes et que nous avons pu élaborer de telle sorte qu'elle puisse être thérapeutique en la rendant contenante, avec un cadre, des personnes autour des spécialistes. Et ça m'amène à me poser une question qui est celle finalement des échanges transculturels, parce qu'on parle beaucoup ici d'organisations qui vont de pays européens, d'Amérique, vers l'Afrique et vers l'Asie, à la rencontre de populations, disons, dans les situations parfois de survie, ou en tout cas de précarité matérielle et émotionnelle. Et finalement, à la rencontre de ces personnes-là, comment parvenir à leur faire amener des choses qui sont d'eux, des choses qui sont de leur culture, des choses qui sont de leur souffrance aussi, et pas juste un matériel qui est importé. Et je pense en plus que ça pose aussi non seulement des questions éthiques, mais aussi la question de savoir comment est-ce que ces populations, ces personnes rencontrées vont s'emparer par la suite de ce qui a été entamé ensemble. Qui veut commencer alors? Moi, je veux bien répondre. Justement, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup et on s'est aperçu évidemment au tout début de Clowns sans frontières, il y a 20 ans, on allait par exemple à Sarajevo, on y allait avec un clown qui ressemble à un clown. Comme je vous l'ai dit, plus ça va, plus on se déplace avec des artistes qui sont artistes multidisciplinaires. Et on s'est aperçu surtout que, évidemment, il y a des pays où le clown n'existe pas, du moins comme celui qu'on connaît ici avec le nez rouge, et il est même effrayant pour certains enfants, certaines populations. Donc c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, on crée les spectacles à l'intérieur du pays et, par exemple, on s'est aperçu que, à force de pratiquer, qu'il y a quelque chose qui aide vraiment à l'apprivoisement de la population. Parce que, déjà, d'une part, la mixité de l'équipe, quand on va jouer à Madagascar, qu'il y a autant de malgaches que de blancs en présence pour montrer un spectacle. Il m'est arrivé une fois qu'il y a une dame qui me dise à la fin du spectacle, quand vous êtes arrivé, j'ai vu des Vasas, qui sont les blancs, et des malgaches. Et très vite, je n'ai vu plus que des clowns. Mais c'était le plus beau cadeau qu'elle puisse nous faire, parce que effectivement, très vite, elle s'amuse des gens qu'elle a en face d'elle. Et pour matériel ou décor, on utilise un maximum des ustensiles issus du quotidien. C'est-à-dire qu'on va utiliser les nattes locales, soit même pour faire un décor de fond, on utilise des marmites de cuisine, on utilise des ustensiles que la population peut reconnaître pour pouvoir apprivoiser et comprendre très rapidement l'image qu'elle a en face d'elle. Parce que sinon, ça nous met trop de distance. J'aimerais bien savoir du coup comment ça se passe avec le cinéma numérique ambulant, parce que c'est une forme d'art qui est différente. Il ne s'agit plus de faire participer le public, ou on amène des films qui sont quand même déjà faits à l'avance. Comment ça se passe avec ce type de matériel? Le principe de départ du cinéma numérique ambulant, c'était d'amener le cinéma africain. C'est-à-dire on est parti des grands classiques africains, des films de Idrissa Ouedraogo, de Gaston Caboret, tout ça, qui avait été à l'époque édité en DVD. Enfin, le cinéma numérique, le CNA, il naît vraiment au moment où le prix des vidéoprojecteurs a baissé, comme ceux des ordinateurs, et où l'apparition du DVD. Et à ce moment-là, il y a eu un programme de l'Agence de la francophonie qui a édité les grands classiques africains. Et c'est ces films-là qu'on est allé présenter. Aujourd'hui, il y a une petite ouverture, mais très minime. Je veux dire, les équipes locales sont très, très attachées à ce principe de cinéma africain en Afrique. Alors aujourd'hui, il y a la Tunisie qui rentre dans le jeu, donc il y a des films tunisiens qui vont rentrer dans le fond de film.
Il y a Madagascar aussi, donc il y a des films malgaches, mais il y a une dimension quand même. Les films qui marchent vraiment bien au Mali, c'est les films de Cheikh Oumar Sissoko, le réalisateur malien, et les films qui marchent vraiment bien au Burkina Faso, c'est les films d'Idrissa Ouedraogo. On a fait des expériences d'autres films, ça marche très bien. Hein, les grandes comédies françaises, les grandes comédies américaines, ça marche. Mais les films africains, en Afrique, ça marche très très bien. Et c'était notre principe de base, c'était de passer des films africains en Afrique. Et c'est quelque chose auquel les équipes locales sont extrêmement attachées. Alors que il y avait deux aspects au début du CNA où on expliquait qu'il fallait payer les droits des films et il fallait passer des films africains et où les gens qui composaient les équipes pouvaient nous regarder un petit peu de manière interloquée parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire payer les droits, puisque au marché du coin on pouvait acheter pour moins d'€1 le film et que ce qui eux leur plaisait, c'était les films américains et enfin les films qu'ils pouvaient voir en vidéoclub. Donc il y a eu toute une évolution vraiment de. Aujourd'hui en Afrique au CNA il y a une 50aine de salariés quand même. C'est vraiment c'est quelque chose d'assez important. Hein. Et donc, mais encore une fois, pour le coup, l'implantation locale est extrêmement importante et essentielle. Okay. Et Nicole, pour cette question du contenu, de ce qui est proposé aux personnes que vous rencontrez sur le terrain, quand on travaille comme ça avec une équipe de coachs, avec des enseignants aussi, qui finalement sont plus dans une vision de collaboration avec les enfants, comment est-ce qu'on arrive à définir ces stratégies de création ensemble, de contenu artistique, culturel, de jeu? I'm not so sure if I understood what you asked also about how we develop our games. Yeah. In the process of developing the games, since you're doing it with the populations on the field, how does it happen? How do you define the strategies? Okay. So as I mentioned earlier, we work with coaches, so they are local coaches. So in refugee settings, these are teachers or youth or people living in the refugee camp who are taught. And if we work in other countries, it's always local people doing the games with the children. And also in the countries we are working, our office is also always local staff, so they know the culture, they know how it works. And what is only the same everywhere at Try to Play worldwide is really this experiential learning cycle. So this experience, and then to discuss after the game, reflect, connect, apply. And then depending on the topics which are important for the communities where we work in, then the coaches, together with supervisors from Right to Play, will choose different games and different topics. But I don't know, perhaps you have more questions, the audience about Right to Play's approach? On demandera une participation du public tout à l'heure, je pense. Oui, on devra s'arrêter dans quelques minutes. Non? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport à ça? And perhaps to add, I mean, I talked a lot about the benefits for the children, but if we discuss with the coaches, there are also many benefits for the coaches through the trainings they have, and they learn a lot. I mean, be it either how to solve a conflict peacefully, information about HIV/AIDS, and so on. So they also learn by being trained, and they also learn skills that help them also to find easier other jobs as well. And also, especially for refugee population, it's also they learn skills and that helps them to reintegrate again when they return into their countries. Thank you. Et Héloïse, justement, moi je me demandais, dans le métier de psychologue et surtout dans un dispositif qu'on connaît tous les deux, avec une méthodologie de transculturel, quand on va rencontrer ces personnes qui on veut finalement proposer aussi des soins thérapeutiques, même si ça se fait par une médiation. Dans le titre de ce workshop, il y a quand même la dimension de l'ennui aussi qui est à prendre en compte. Et l'ennui peut aussi être un ennui qui est défensif. Donc quand on essaie d'aller à la rencontre des gens,
comment parvenir à faire des compromis, à faire des négociations pour justement aller au-delà de cet ennui défensif et proposer des choses. Alors, ça, justement, c'est quelque chose sur lequel j'ai insisté beaucoup, sur le fait que même des enfants qui s'ennuient peuvent venir et que ça a du sens. Et les accepter aussi dans un groupe, même si un enfant est là, ne participe pas, ou même un adulte est là, ne participe pas et ne fait rien, et dit seulement que c'est ennuyant et qu'il ne se passe rien, et que voilà, que ça avait du sens pour lui, que c'était important de le soutenir justement là-dedans, et de pouvoir accompagner justement cet ennui et d'essayer de le... Enfin, en tout cas, ce serait plutôt ma position, d'arriver à pouvoir le mettre en mots, à pouvoir l'accompagner, à pouvoir petit à petit aller au-delà. Même si en effet, ce ne sera pas forcément quelqu'un qui va beaucoup participer pour autant. Est-ce que justement la rencontre, le fait de faire venir une autre culture, c'est pas quelque chose qui peut aussi aider dans ce cas à faire une espèce de déviation? On a parlé de l'intérêt de proposer du contenu local, des films africains par exemple, mais par le fait d'amener des clowns de l'étranger ou même d'amener des films qui ne sont pas en plein dans les réalités, dans les difficultés des personnes, parce que finalement, s'il n'y a pas aussi un intérêt. Si, ça je pense, en effet, par rapport à tout le travail qu'on peut faire d'habitude aussi à l'hôpital ou ailleurs, que ce soit avec Médecins sans frontières ou BSF, je pense qu'en effet de passer par un ailleurs, par quelque chose de complètement différent, justement avec lequel on ne peut pas forcément s'identifier sans... Enfin, je parlais ça de s'identifier de manière assez facile et identique, de devoir justement faire ce travail, d'arriver à trouver des choses en commun, d'arriver à se co-construire, c'est ça qui va permettre justement de sortir de cet ennui-là et d'attirer des personnes qui ne seraient pas venues voir justement quelqu'un de local aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on travaille en humanitaire, c'est que voilà, il peut y avoir ça. Enfin, moi, j'ai travaillé aussi en Libye, et en effet, on voyait bien que même s'il y avait des pédopsies qui étaient présentes, que certaines familles ne venaient pas voir le pédopsie libyen, mais venaient le jour où moi j'y étais, parce qu'en effet, ça allait être quelque chose d'autre, où il y avait une autre attente, autre chose en tout cas, qui permettait justement de travailler d'autres questions, qui n'auraient pas été abordables dans un premier temps, en tout cas, avec quelqu'un de local. Merci. Et juste avant de s'arrêter pour une petite pause, je crois que Marik a une anecdote sur cette question-là. L'histoire des jumeaux, ça me rappelle ce que Héloïse a dit. Oui, je ne sais plus l'anecdote. Alors, laquelle exactement? Parce que je t'en ai raconté plein. Les jumeaux plein. à Madagascar, je pense, c'est ça? Oui. Alors, c'est à la fois une anecdote et puis l'histoire d'un projet précédent où on travaillait sur le tabou des enfants jumeaux. C'est une ethnie, un endroit spécifique à Madagascar. Madagascar a 18 ethnies. Une des ethnies a un tabou très fort et historique autour des enfants jumeaux. Quand des jumeaux naissent dans cette ethnie-là, ils ne peuvent pas vivre, du moins pas avec leurs parents. Donc traditionnellement, on dit qu'ils sont retournés, c'est-à-dire qu'on les met dans un panier, on les retourne face contre terre et les enfants finissent par mourir. Et évidemment, voilà, il y a eu d'autres tentatives. Il y a des centres d'accueil pour jumeaux qui sont ouverts, qui étaient des jumeaux qui étaient adoptables ensuite, etc. On a décidé de s'intéresser à ce tabou-là, mais de l'aborder de notre manière, c'est-à-dire de s'y intéresser sans porter de regard critique ni de jugement, parce que c'est toujours comme ça qu'on aborde les choses. Alors pour le faire et pour pouvoir être accepté par la population, on a commencé par rencontrer le roi coutumier, qui est lui le garant de ce tabou. Et on lui a parlé assez ouvertement, mais sans lui parler évidemment de notre intention d'aborder la problématique du tabou des enfants jumeaux en spectacle. On l'a invité à venir à la toute première représentation qu'on donnait sur la place publique dans le village, afin qu'il profite du spectacle, et on savait que si lui était là et s'il restait jusqu'à la fin du spectacle, on pourrait jouer partout avec sa bénédiction, et c'est bien comme ça qu'il nous l'a redit. Et donc pour ce spectacle-là et pour aborder cette question, pendant 1 heure, on a traité le sujet du double, c'est-à-dire on n'utilisait pas de mots, et surtout pas, on ne disait pas jumeaux parce qu'on ne peut même pas le prononcer là-bas, mais on s'est amusé à explorer tout ce dont le double est fait, c'est-à-dire 2 personnes qui se ressemblent, ou alors 2 personnes qui veulent le même ballet, ou bien 2 ballets qui sont exactement les mêmes et qu'on ne peut pas séparer. Et on a joué avec ça pendant 1 heure, et dans le public, on entendait les gens eux-mêmes, alors que c'était un mot complètement tabou là-bas. Comme j'ai une petite oreille où je comprends quelques mots malgaches, on entendait les gens eux-mêmes dire « on dirait qu'ils nous montrent des jumeaux ». Mais ils étaient eux-mêmes surpris de s'en apercevoir parce que, entre guillemets, ils ne l'ont pas vu venir.
Et parce que la spécificité justement de passer par le média du théâtre ou du spectacle vivant, c'est qu'on ne s'adresse pas à la tête, on s'adresse au cœur, on s'adresse aux émotions, à ce qu'on trouve dans l'âme. Et du coup, les mots que nous n'utilisons pas forcément, mais que nous mettons en image, rejaillissent et ressurgissent quand les gens parlent de ce qu'on leur montre, alors que nous, quand ils nous posent la question, on sourit et on leur dit on peut avoir 5000 personnes qui regardent le même spectacle et 5000 interprétations différentes, ce n'est pas un souci pour nous. Mais voilà, c'est ce qui rend aussi précieux pour nous cet outil-là. Et je pense que c'est en ça que ça peut être thérapeutique aussi, parce qu'on aide à l'élaboration. Et l'élaboration, c'est ce qui permet aussi de sortir des difficultés, des traumatismes sur lesquels une situation d'urgence arrive à s'enquister. Et donc là, on a bien un des exemples où l'art, la culture, par la médiation qu'ils permettent, se font thérapeutiques. On va donc s'arrêter pendant 5 à 10 minutes. Si je peux ajouter juste une chose, pardon. Il me semble qu'il y a quelque chose qui caractérise l'ensemble des personnes qui sont là, c'est que pour aborder toutes ces questions sur les terrains, c'est qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Voilà. Merci. On s'arrête donc 5 à 10 minutes et on reprend à 16h pour des questions éventuellement. Merci. C'est les deuxièmes sessions. Ah bon, c'est fini alors. Dommage. Merci. So I have some games here if somebody is